C'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Adrien Pelligri, cofondateur et président d'Estia. Bonjour Adrien. Bonjour Marie. Et à ma droite, Charles Ruel, cofondateur de Sésame. Bonjour Charles. Bonjour Marie. Alors, vous êtes là tous les deux, je le disais pendant le sommaire, pour qu'on parle location avec option d'achat. Parce que c'est toujours le sujet, c'est comment faire de nous tous des propriétaires et arrêter de verser des loyers à fond perdu. Parfois, c'est parfois mieux d'être locataire. Parfois, c'est souvent mieux d'être propriétaire. Vous avez trouvé le meilleur des deux mondes finalement. De quoi on parle précisément quand on parle leasing immobilier? Est-ce que c'est exactement la même chose que pour la voiture qu'on connaît mieux, ou est-ce que c'est un peu différent à ce stade sur l'immobilier, messieurs? Lequel de vous deux souhaite s'emparer du micro? Je peux démarrer pour présenter un petit peu la location avec option d'achat ou le leasing immobilier. En deux mots, c'est une solution de financement qui permet d'accompagner tous les acquéreurs qui souhaitent devenir propriétaires mais qui ne parviennent pas à avoir de crédit immobilier classique. Donc le fonctionnement en quelques mots, on achète le logement à la place de l'acquéreur. Nous, entreprise. Vous, Adrien. Exactement. Nous, Estia, en tant que société, on achète le bien immobilier qui a été trouvé par l'acheteur. Donc on est propriétaire du bien. L'acquéreur emménage dans le logement, et dans le contrat de location avec option d'achat, on définit dès le départ le montant du loyer, la durée du contrat et également le prix de l'option d'achat. Et nous, Estia, en tant que cette fois courtier, on accompagne également nos clients pour qu'ils puissent justement à la fin des obtenir un crédit par avoir son crédit et nous racheter le logement au prix qu'on a fixé à l'avance. Donc ça permet justement à l'acquéreur de concrétiser son projet dès maintenant, de pouvoir emménager dès aujourd'hui, et d'avoir globalement la garantie de pouvoir le racheter à l'issue du leasing. On garde son bien sous le coude, en fait, finalement, celui qu'on aime, mais qu'on n'est peut-être pas capable à l'instant T d'acquérir. C'est ça à peu près aussi l'idée. Oui, c'est exactement ça. De manière très similaire chez nous, Sésame, effectivement, on est deux acteurs aujourd'hui sur le marché à proposer cette solution. En fait, le leasing est une solution de transition pour accompagner une famille qui serait dite solvable, pas encore finançable, en tout cas pour ce projet, parce qu'à l'instant T, sa situation professionnelle, son apport disponible, sa capacité d'endettement, sa situation administrative, sa gestion de compte. Effectivement, on peut voir qu'il y a pas mal de critères à mettre en commun pour pouvoir obtenir un financement bancaire. Et nous, on va accompagner les familles qui, à l'instant T, ne peuvent pas encore obtenir un financement bancaire. Et comme le disait Adrien, pendant la durée du leasing, qui va durer à peu près 12 mois en moyenne chez nous, pour leur permettre de devenir propriétaire de ce logement. Et alors du coup, j'ai une question, j'allais vous poser une autre question, mais comme Alban va venir faire l'émission avec moi, je pense incessamment sous peu, c'est notre réalisateur chéri qui a toujours beaucoup de questions à poser, et c'est tant mieux. Il me dit, est-ce que finalement le loyer que va percevoir le locataire acheteur à devenir, il est plus élevé que les mensualités de crédit qu'il aurait eu à rembourser s'il avait pu obtenir son crédit? Alors nous, c'est à peu près la même chose. On va simplement le calibrer sur mesure par rapport aux besoins d'épargne du client. Le but, on va plutôt prendre le problème dans l'autre sens. On va regarder quelles sont les conditions pour qu'au terme du leasing, il ait pu obtenir son financement bancaire. Ouais. Donc, ils mettent un peu d'argent de côté. Exactement. Et donc, quelle est sa situation aujourd'hui? Et donc, quel est le chemin et l'épargne mensuelle qu'il faut constituer pour avoir obtenu les critères d'octroi d'un crédit immobilier au terme du leasing ou plus tard? Parce qu'en fait, c'est une épargne forcée finalement quelque part. C'est pas vraiment parce que moi au tout début, c'est vrai qu'à chaque fois, alors vous venez régulièrement, mais j'ai toujours l'impression de le redécouvrir. En fait, les loyers que je vais vous verser, c'est pas à déduire du prix d'achat à la fin, c'est plus pour mettre de l'argent de côté, avoir mon apport suffisant au moment où je vais vraiment négocier mon crédit avec la banque. C'est à peu près ça, si je résume. Exactement. Le but, c'est vraiment de pouvoir resolvabiliser le client pendant la période de leasing, et effectivement, on met un petit peu fin à ce cercle vicieux de je paye un loyer à fond perdu, donc ma problématique d'apport, n'en parlez pas. Je l'aurai une bonne partie de ma vie. Nous, le but justement, c'est de faire en sorte que les clients qui payent un loyer ou une redevance avec notre modèle de location avec option d'achat, c'est qu'ils puissent justement se constituer un apport en versant une mensualité. Et cette mensualité, globalement, équivaut à une future mensualité de crédit lorsque le client aura obtenu son crédit. Mais on est d'accord que c'est quand même assez dingue, puisqu'en réalité, ça veut donc dire que votre locataire futur acheteur, il était parfaitement en mesure de rembourser ses mensualités de crédit, finalement, puisqu'il le fait à travers ses loyers. C'est tout le paradoxe, c'est que nous, on accompagne des clients qui sont solvables, mais pas finançables. Mais ça veut dire quoi, solvable, mais pas finançable, en fait? Je peux vous donner des exemples. Mais oui, mais concrets. vous êtes là pour ça, mettons les pieds dans le plat, ça peut typiquement être des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas en CDI. Ça peut être un... Les banques, elles n'ont pas changé vis-à-vis de ça, quoi. Aujourd'hui, non. En tout cas, nous, force est de constater que sur les demandes qu'on reçoit, on reçoit des chefs d'entreprise, des personnes qui sont en profession libérale, des auto-entrepreneurs, des intermittents du spectacle, des gens qui peuvent être, je sais pas, en période d'essai, qui ont les revenus, qui ont l'épargne. Mais les banques, lorsqu'il n'y a pas de CDI, forcément, elles vont vouloir demander des conditions supplémentaires, soit avoir encore davantage d'apports. Dans tous les cas, elle va demander
beaucoup d'historique sur les revenus. Et donc c'est tout le paradoxe. Parfois, on a des gens qui n'ont pas de problématique d'argent particulière et qui, paradoxalement, ne peuvent pas obtenir de crédit, alors qu'ils pourraient largement couvrir les mensualités. Et c'est sous les surtout, 35%. du coup, c'est surtout des jeunes. Enfin bon, on va encore me traiter de vieille de dire des jeunes. Mais c'est plutôt des jeunes actifs, en fait. Finalement, pas uniquement. Là, j'ai donné un exemple sur la population active qui n'est pas en CDI. Mais on a également, nous, des clients qui sont, par exemple, déjà propriétaires d'un logement, qui veulent acheter avant de vendre, mais qui ont besoin de vendre avant d'acheter. Donc typiquement, c'est des gens qui ne parviennent pas à avoir de pré-relais. Le pré-relais, ouais. Exactement. Donc lorsqu'on est senior, donc c'est pas uniquement des gens qui. C'est quoi senior ? Alors la question piège pour Adrien. Non, parce que moi je ne me mouille pas. C'est plutôt qu'est-ce qui est senior pour une banque. Ouais. C'est là où finalement, à partir de 60 ans, on peut être considéré comme senior vis-à-vis d'une banque. Et dès lors qu'on a 60 ans et qu'on est déjà propriétaire, même si on veut vendre un logement 500 000 € pour acheter le prochain un petit peu plus petit à 300 000. Potentiellement, la banque peut bloquer. Et c'est tout le paradoxe, alors que la personne, dès lors qu'elle aura vendu, elle pourra racheter sans même avoir de crédit finalement. Et paradoxalement, ces personnes-là ont du patrimoine et sont bloquées aujourd'hui. Donc c'est là où nous, notre solution, elle peut s'adapter à des jeunes actifs, mais comme à des personnes éventuellement plus âgées qui sont même déjà propriétaires. Et le sujet de l'apport, il est un point important. Effectivement, aujourd'hui, les banques demandent un apport. Et on avait fait une étude. Nos clients, en fait, il leur faudrait à peu près 7 à 8 ans d'épargne mensuelle, en plus d'avoir payé leur loyer, pour constituer à l'apport nécessaire pour obtenir leur financement bancaire. Et là, vous y arrivez en 12 mois. Oui, exactement, puisqu'en fait, ils ne payent plus de loyer. Donc, effectivement, l'ensemble de ce qu'ils sont en mesure de payer en loyer et d'épargner tous les mois est mis à profit dans leur projet d'accession à la propriété. Donc, ça change tout. Attendez, quand vous dites qu'ils ne payent plus de loyer, si, ils payent votre loyer. Donc, au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, le loyer... une redevance qui est à 100% et constitue leur apport. Donc, il n'y a plus de loyer à fonds perdu pendant le leasing. Mécaniquement, on leur permet de devenir propriétaire 8 ans plus tôt en moyenne que de rester locataire. Et donc, vous pouvez tout à fait imaginer le montant de loyer à fonds perdu qu'on économise et en même temps la capacité le remboursement du crédit qu'on met en place pendant 8 ans. Donc, il n'y a pas de photo. Effectivement, permettre à des clients de devenir beaucoup plus vite propriétaires est un énorme sujet en termes de création de patrimoine. Alors, par contre, moi, j'ai une question par rapport au timing. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements de marché qui ont pu, je pense, être très favorables à vos business models. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ce marché-là ? Est-ce que vous avez quel type, finalement, de problématiques se posent aujourd'hui qui font la force de votre business model ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a vu, par exemple, que les banques étaient beaucoup revenues sur les primo-accédants ? On a eu une baisse des taux. Bon, certes, ils sont en train de remonter un petit peu. Mais bon, mais le fait est, est-ce que vous êtes encore utile aujourd'hui ? Bien sûr. C'est un point vachement intéressant. Nous, on s'est effectivement créé fin 2022, donc un moment où les taux allaient quadrupler en moins d'un an. Donc effectivement, la conjoncture faisait que finalement... Exactement, parce que ça a fait exploser le nombre de refus de crédit, donc ça a rendu le problème encore plus évident à l'échelle nationale. Ouais. Là, aujourd'hui, dans une situation un petit peu différente, où les taux sont globalement stabilisés, mais finalement, on voit qu'on résout davantage un problème structurel, vu que maintenant que les taux sont stables, finalement, il y a toujours énormément de demandes. Et les profils dont on a parlé, ceux qui ne peuvent pas avoir de pré-relais, ceux qui ne sont pas en CDI, ceux qui ont un manque d'apport, malgré indépendamment des taux, finalement, ils sont aujourd'hui peu adressés par les banques. Donc forcément, lorsque les taux explosent, ça fait exploser le nombre de demandes. Mais on résout vraiment un problème qui est structurel, et c'est vraiment ça, nous, à quoi on s'attaque. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi, je rends hommage à Sandrine Alonier chez Vous Financer, parce qu'elle me disait, fut un temps, effectivement, au moment de la crise inflationniste, de la remontée spectaculaire des taux, la rapidité surtout de la remontée des taux, on mesurait les taux de refus de prêt, je ne sais plus si c'était 40-50% du temps, et elle me dit, maintenant, on ne le recalcule même pas, ce taux de refus de prêt, parce qu'on n'y est plus. C'est-à-dire que les courtiers, eux, ils sélectionnent déjà avant de proposer le dossier à la banque. Donc, c'est plus un sujet, le refus de crédit, à ce stade, au moment où on se parle, en tout cas. Oui, mais vous évoquez qu'il y a une sélection en amont. Et donc, c'est à ces personnes, effectivement, qu'on adresse une solution. Il y a quand même une réalité sur le marché qui est, entre guillemets, meilleure qu'il ne l'était. Mais le marché s'est effectivement adapté pour n'adresser que les agents immobiliers, les courtiers adressent effectivement des clients qui peuvent acheter. Et c'est là où nous, on travaille en complémentarité avec eux pour être en mesure de proposer une solution alternative à toutes les autres familles qui ont un projet mais qui seront confrontées à une difficulté d'obtention du financement. Bon, Adrien le disait, c'est lui qui achète. Il est très, très riche, Adrien, visiblement. Non, mais ma question, elle est aussi... On va revenir justement sur votre business model. Comment vous faites pour acheter ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire que alors, je repose une question que je vous ai déjà posée à tous les deux, mais en gros, c'est moi, donc potentiel futur acquéreur qui va aller chasser le bien qui m'intéresse. Je viens vous voir, je vous dis, allez, s'il te plaît, achète-le pour moi. Mais qui achète ? Comment vous achetez ? Où vous trouvez l'argent, en fait ?
À part chez Adrien, je veux dire. On a le même sujet, effectivement, le même business père, model. en fait. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre les devants, effectivement, et on va aller analyser le logement et le négocier. Parce qu'effectivement, c'est nous qui l'achetons. Donc déjà, on va apporter à notre acquéreur cette capacité financière, cette expertise de négociation pour bien acheter et n'acheter que des biens de qualité. Au bon prix aussi, du coup. Absolument. Et aujourd'hui, on voit que les investisseurs vont rechercher des investissements dans lesquels ils vont pouvoir comprendre, dans lesquels ils vont pouvoir appréhender le risque, apprécier la liquidité, et puis être sensible aussi à forcément un investissement qui porte du sens. Et en fait, c'est ni plus ni moins exactement ce qu'on leur propose aujourd'hui sur le marché, c'est de financer des logements de qualité qui sont bien négociés, dans lesquels c'est le futur acquéreur qui va vivre, qui va être accompagné à pouvoir le racheter à un prix fixe et prédéterminé. Mais donc, ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire que vous allez faire appel aux gens comme moi pour vous donner de l'argent et investir un peu à l'image de ce que je vais faire sur du crowdfunding immobilier, de la SCPI ou quelque chose comme ça. Mais alors là, avec un engagement un peu plus ponctuel, j'imagine. Mais donc, je vais vous aider. Vous allez collecter de l'argent auprès du public pour financer l'achat en me disant, de toute façon, on a un prix de sortie qui est garanti, etc., quoi. Absolument. Alors, chez Sésame, effectivement, c'est ce qu'on fait. On va travailler avec des investisseurs, professionnels ou particuliers, qui vont en fait investir dans nos foncières, qui vont... À partir de combien ? À partir de 10 000 euros, ouais. Qui vont financer plusieurs projets de leasing immobilier. Et nous, on va établir des partenariats de distribution avec des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des banques privées, qui vont proposer cette nouvelle opportunité d'investissement à leurs clients. Donc, par exemple, typiquement, à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quand bien même vous ne faites pas partie de ces accédants qui ont des difficultés à obtenir un crédit, vous pouvez faire partie de ceux qui investissent dans le mécanisme pour permettre à des accédants, en fait. Exactement. Même chose, Adrien, de Exactement, votre côté. on a un modèle aussi similaire, donc on s'entoure d'investisseurs privés français qui nous permettent justement d'avoir les capacités, les ressources financières pour acheter les logements directement. Et là où le modèle est intéressant, c'est que vu que nous, on achète sans conditions suspensives de financement les actifs immobiliers, ça nous permet de très bien négocier. Donc si le logement vaut 100 par exemple, nous, on va essayer de l'acheter à 90 avec 10% de décote par rapport au prix de marché. Mais parce que forcément, celui qui va vous vendre, il est content parce que là, il est sûr qu'il va avoir l'argent. Nous, on lui offre beaucoup de rapidité, de la sérénité pour vendre son bien très rapidement. Donc nous, on arrive à acheter en dessous du marché. Ce qui fait que finalement, l'investisseur a un rendement, il a une marge, effectivement. Alors justement, on est sur BFM Business, messieurs. Je vous donne 10 000 euros, admettons. J'ai combien de rendement et c'est un engagement de combien de temps? Alors nous, aujourd'hui, on délivre un rendement de 10% annuel à l'investisseur. Oui, donc c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à du crowdfunding immobilier en termes de performance. Genre. En termes de performance, oui. Après, en termes de sous-jacent, c'est très différent parce qu'il n'y a pas de travaux, etc. On n'est pas mono-actif, donc c'est sur un portefeuille d'actifs vraiment diversifié sur toute la France. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, la marge, elle est calculée notamment sur la négociation, sur le prix d'acquisition. C'est-à-dire, vous achetez 10% moins cher, mais vous allez le faire acheter par l'accédant au prix de réel. Marché. Et ce qui fait que finalement, en fait, pour l'acheteur, l'équation économique fait beaucoup de sens et l'investisseur arrive à avoir un rendement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un peu cet entre-deux pour délivrer de la valeur à la fois à l'investisseur, mais également à notre client final, l'acquéreur. Alors j'ai Alban qui me pose une bonne question. Il me dit, qu'est-ce qui se passe si on veut faire des travaux? Comment ça se passe si c'est un bien, par exemple, à rénover? Et donc, du coup, je vais revaloriser le truc. Enfin, comment ça se passe précisément dans ces cas-là? Alors nous, on sera attentif à ce que le logement soit habitable en l'état. Ça ne veut pas dire vous n'allez pas prendre une vieille passoire toute dégoûtante? Non, on est attentif, encore une fois, dans l'intérêt de nos clients, de nos investisseurs, à ce que ce soit un bon DPE, un logement qui soit dans un marché liquide, dynamique. Le prix, effectivement, auquel on peut l'acheter est un élément important et sans travaux. Alors après, bien évidemment, une fois que vous avez emménagé, vous pouvez mettre un coup de peinture, moderniser, vous approprier les lieux, bien évidemment, et ça va dans le bon sens. Mais nous, en tout cas, dans notre modèle, en tout cas aujourd'hui, on n'accompagnera pas des projets de rénovation, de restructuration et de d'ampleur, ouais. Parce que ça fait peser quand même un risque. Bon, j'ai une question, Absolument. Il me reste que 4 minutes, mais là, on est dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que avantage à l'accédant, avantage à l'investisseur, etc. Oui, il se passe quoi si l'accédant locataire, au bout du bout, il n'arrive pas à accéder? Alors nous, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit effectivement, on avait par exemple calibré une durée de leasing de 12 mois, et s'il s'avère que le 12e mois, l'acquéreur n'est pas en mesure de racheter, la première option, c'est que si nous, en tant que courtier, on estime que l'acquéreur est sur la bonne voie, mais qu'effectivement, il va lui manquer. Exactement, on peut nous prolonger de 3 mois, 6 mois supplémentaires pour que l'acquéreur puisse effectivement obtenir son crédit et nous racheter le logement. Si néanmoins, on estime que la trajectoire n'est pas la bonne et que dans tous les cas, l'acquéreur, pour une raison X ou Y, il ne pourra pas obtenir de crédit et nous racheter le logement,
Nous, dans ce cas-là, on va remettre le bien en vente sur le marché et accompagner l'acquéreur avec nos partenaires agences immobilières, justement, pour qu'il puisse trouver un nouveau bien en location qui corresponde davantage à ses capacités financières. Et s'il a juste pas envie, Charles, si en fait, à la fin des fins, il pourrait avoir son crédit, mais après l'avoir testé pendant 1 an, il se dit, ou alors, bonne surprise, il y a un bébé qui arrive, ou mauvaise surprise, il y a une séparation, peu importe, mais enfin... Ça peut être d'ailleurs une bonne surprise parfois. Enfin, je ne juge pas, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut tout simplement ne plus souhaiter acquérir le bien ? Complètement, effectivement, c'est un acte notarié. Donc, bien évidemment, il y a des conditions dans lesquelles l'acheteur peut se désister, changer d'avis. Après, pour autant, nous, on est société à mission. Notre mission, c'est de favoriser l'accès à la propriété. On est attentif à accompagner des familles qui sont motivées dans leur projet. Et le fait que le leasing soit court, c'est en moyenne 12 mois. Oui, il y a peu de chance. Il y a assez peu de variations. Parfois, il peut se passer des trucs en 12 mois. Mais je dirais qu'on cherche à s'assurer naturellement en amont de la motivation, de la fiabilité d'une trajectoire d'accession. Et ça peut arriver aujourd'hui, c'est très marginal, effectivement, les cas de non-rachat. Et le principe de base étant d'avoir bien acheté le logement pour pouvoir le revendre dans les meilleures conditions. Et que ça reste un investissement pertinent pour l'investisseur. J'ai encore 2 mots. Je rebondis sur ce que disait Adrien. Si ça court un peu plus longtemps que les 12 mois, est-ce que moi, qui fais partie de celles et ceux qui ont investi, est-ce que j'aurai un rendement supérieur parce que ça s'allonge dans le temps ou on reste sur le rendement qu'on avait estimé au départ ? Nous, aujourd'hui, on réactualise le prix de l'option d'achat pour que le rendement pour l'investisseur soit identique, globalement. D'accord. Donc, parce que vous savez qu'il y avait ce truc du fameux crowdfunding immobilier qui était de dire, quand bien même le projet du promoteur immobilier prend plus de temps que prévu, vous continuez à percevoir les fruits. Donc, finalement, c'est quand même intéressant malgré tout. C'était ça l'idée. Oui, nous, de manière similaire, effectivement, c'est ça. Le but, c'est de préserver l'investissement pour l'investisseur. Après, je me permets notre proposition aujourd'hui pour les investisseurs. Alors déjà, il y a un certain track record. On fait ça depuis 3 ans et demi. Ouais. On s'est créé de manière très similaire en même temps. Donc, on peut expliquer les performances passées. On a déjà fait plusieurs millésimes de club deal. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Et naturellement, tous les investisseurs se posent la question de ça paraît intéressant, mais et comment ça marche en pratique et quel est votre recul, votre expérience. Donc ça, on peut le présenter. Et puis, c'est quand même très différent du crowdfunding parce que, comme l'avait évoqué Adrien, il n'y a pas de transformation sur l'actif. Nous, on va uniquement se concentrer sur accompagner le futur acquéreur. Et on a un prix qui est déterminé au départ. Et qui ne change pas même si le marché change. C'est-à-dire que, par exemple, j'entends bien, si le marché est à la baisse, l'acheteur devra quand même acheter au prix qui avait été déterminé au départ. Mais enfin, si le marché est haussier, est-ce que vous essayez de grappiller ou pas ? Non, il ne change pas. Exactement, c'est que le principe, c'est que le prix du logement est fixé dès le départ. L'acquéreur, il a une option d'achat, donc il n'a pas d'obligation à exercer l'option d'achat. Et néanmoins, en cas de surinflation immobilière, l'acquéreur est protégé contre cette surhausse. Si vous n'êtes pas convaincu, soit d'accéder à la propriété grâce à vous, soit d'investir pour une période moyenne de 1 an avec 10% de rendement quand même. Le livret A, je vous le rappelle, il passe à 1,5% le 1er février. Merci à tous les deux. Merci à Adrien Pelligri, cofondateur et président d'Estia, et Charles Ruel, le cofondateur de Sésame. Merci d'avoir été avec nous. Donc Sésame, Estia, retenez les noms. Ils reviendront assez régulièrement pour parler de ce leasing immobilier qui me passionne. En tant que futur peut-être, qui sait, primo-accédante, il n'y a pas jamais trop tard, nous les jeunes. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Les Experts de l'IMO. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode sur BFM Business. Les Experts de l'IMO sur BFM Business.